Caféine. Le moulin grince, la tasse fume, et en une gorgée tu passes de zombie à ok, on y va. Ce rituel quotidien marche parce que la caféine est un stimulant socialement validé, planqué dans café, thé, soda, boissons énergisantes et même certains médicaments. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas juste une boisson, c'est le début de la journée. Dès qu'elle entre dans ta circulation sanguine, elle file vers ton cerveau et bloque les récepteurs de l'anédosine, le messager du ralenti. Alors non, la caféine ne crée pas de l'énergie, elle dissimule ta fatigue. Dopamine et noradrénaline prennent la relève. Tes neurones s'allument, ton cœur tape un peu plus fort et tu te sens plus vif, plus net, plus toi. Le pic, entre 30 et 60 minutes après la première gorgée. Le monde paraît plus clair, les idées s'alignent, tu réponds plus vite. Clarté dans la tête, fébrilité dans le corps. Petit tremblement à jeun? Assez courant. Une envie pressante d'aller aux toilettes? Classique. Puis, le niveau redescend. L'adénosine revient avec vengeance. Lourdeur, irritabilité, mini crash de fin de matinée. Tu sais comment ça se règle? Encore un café. Prêt à court terme, remboursement avec intérêt. Nervosité, tension et dépendance qui s'installent doucement derrière la routine. Les autorités recommandent 400 mg par jour pour un adulte en bonne santé, soit environ 3 à 4 cafés. 200 mg pendant la grossesse. On rigole en disant qu'on ne peut pas vivre sans café. La vérité, c'est que la caféine ne te réveille pas vraiment. Elle appuie juste sur snooze pour ta fatigue. Nicotine. Le briquet claque, la première taffe racle la gorge et 10 secondes plus tard, la petite vague arrive. La nicotine traverse les poumons, se glisse dans le sang et file vers le cerveau à vitesse éclair. Et là, le centre de contrôle dit « merci ». Mais la molécule n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui accroche, c'est le rituel. Pause volée, main, bouche mécaniquement précise, regard vers la fenêtre, souffle blanc dans le froid. Social, même sous la pluie. Associé au boulot, au stress, aux soirées, au café, tu fumes autant le geste que la cigarette. En 10 à 20 secondes, tu sens la tension tomber et la tête se recadrer. Mais la détente n'est qu'une illusion biochimique. Tu te sens plus pointu, mais tu paies en coulisses. Goudron, nitrosamine cancérigène, CO, toxique, c'est ce cocktail qui détruit la santé. La nicotine n'est pas l'ennemi principal, ce sont les centaines de substances toxiques qui l'accompagnent dans la fumée. Très vite, tolérance, il en faut plus pour le même effet. Dépendance, neurologique plus comportementale, déclencheurs partout, café, volant, trottoir, même le clic d'un briquet. Ton cerveau associe des moments de vie à une dose. Entre deux tafs, irritabilité, nervosité, attention qui flanche, micro-manque qui chuchote, pause, la dépendance est forte. Le sevrage est tranchant. La vérité, c'est que la cigarette ne calme pas. Elle soulage le manque qu'elle a elle-même créé. Alcool. Le verre teinte, la chaleur monte aux joues, les épaules se détendent, les mots sortent plus vite que les doutes, les blagues n'ont plus de filtre, la timidité recule d'un pas. Rituel ancestral, trinquer, partager, faire tomber les barrières sociales. L'inhibition fond, la sociabilité grimpe, et pour un moment, le monde paraît plus simple, plus léger, plus amical. On se sent plus confiant, plus connecté, le bar fait son travail. Tout le monde parle un peu plus fort, rit un peu plus facilement et trouve un peu plus de points d'accord. Sauf que ce relâchement vient d'une neurotoxine dépressive. L'alcool augmente le GABA, frein et réduit le glutamate, accélérateur. Résultat, cortex ralenti, voix intérieure calmée, vigilance assoupie. Les vaisseaux se dilatent, la peau rosit, sensation de chaleur qui trompe la météo. Pendant que tu t'amuses, le laboratoire intérieur bosse. Éthanol, acétaldéhyde, acétate. Problème, l'acétaldéhyde, très toxique, peut s'accumuler. Rougeur, palpitations, nausées, même à dose dite raisonnable. Le risque sur le cœur et le cerveau ne disparaît pas. Quand la fête s'endort, la musique baisse, l'addition arrive. Déshydratation, sommeil cassé, REM sabré, réveil en flou, anxiété du lendemain, estomac en grève. Le cœur cogne dans une bouche sèche. La tête pèse plus que la soirée. L'alcool rend social. Mais son coût s'accumule, intérêt composé. Foie qui se fibrose, cœur qui s'essouffle, humeur et mémoire qui trinquent avec toi. La vérité, l'alcool ne rend pas la vie plus facile. Il met ta lucidité en pause et t'envoie la facture plus tard. Cannabis. Le grinder clique, l'étincelle bleuit et l'odeur colle aux doigts. En quelques bouffées, le temps ralentit. Tout paraît plus drôle, plus profond, presque philosophique. Tu t'accroches à un détail, il devient une galaxie. Une pensée décroche, une autre suit, et le fil se casse. Rituel partagé. Canapé affaissé, playlist planante, potes alignés en cercle. Même geste, même fumée, même sourire qui flotte, tu consommes autant une ambiance qu'une substance. Le set et setting dirigent la trajectoire. Ambiance douce, chaleur, rire, cocon. Tension sociale, parano, malaise, soirée bancale. Parce que le THC se fixe sur les récepteurs CB1 disséminés dans le cortex, l'hippocampe, le cervelet. Pensée, mémoire, coordination, tout glisse un peu. Euphorie calme, fou rire, sensation amplifiée, mais aussi cœur qui accélère, bouche sèche, yeux rouges, appétit XXL, mémoire immédiate qui clignote. Tu ouvres le frigo, tu oublies pourquoi. Tu reviens avec tout sauf ce que tu cherchais. Chez certains, l'angoisse grimpe.
Impression d'être observé, temps stretché jusqu'à l'inconfort. Plus le THC est fort, plus monte anxiété, confusion, tachycardie. La descente est douce mais cotonneuse. Fatigue, motivation en vacances, humeur qui joue au yo-yo. Chez les usagers réguliers, sommeil agité, rêve vif, irritabilité, petit sevrage, discret mais réel. Quand l'usage devient trop présent, le trouble s'installe. La vérité, le cannabis ne résout pas les problèmes. Il met en sourdine ce qui dérange avant que ça revienne frapper. Cocaïne. La ligne est tracée, tu inspires, et le cerveau s'allume comme un tableau de bord en fait. L'euphorie jaillit vite, la confiance gonfle, tu parles plus fort, tu bouges plus vite. C'est l'entrée express, stimulant à prise rapide, énergie brillante, mais artificielle, prête à s'évaporer sitôt la musique coupée. Rituel de conquête sociale, toilette de club, miroir froid, regard complice. Tu cherches la poussée, pas seulement la poudre. La tension s'invite dès la première montée. La dopamine explose, tu te sens invincible, mais dessous ça serre. Vasoconstriction, pression qui grimpe, cœur qui s'emballe. Les artères jouent le tuyau trop étroit. Les arythmies pointent le nez. Tu performes en façade, ton système cardio fait la course en côté, et côté mécanique, la recette est simple et brutale. La cocaïne bloque la recapture de dopamine, noradrénaline et sérotonine. Le noyau accubain reçoit le déluge, la sensation de récompense devient ton GPS. Le cerveau note, ligne égale jackpot, et à force, la ligne devient l'objectif, pas la soirée autour. Mélangé à l'alcool, le foie fabrique du coca-éthylène, plus lourd pour le cœur et plus tentant sur le moment. Mauvaise équation pour les vaisseaux. C'est une facture que personne ne lit et elle arrive tard. Le crash se négocie pas. Tu redescends en vrac. Dysphorie, irritabilité, sommeil haché, parfois aucune envie de manger, puis l'envie de recommencer te mord. Le craving est mécanique, pas moral. Tu sais que ça cogne et pourtant la main repart. L'addiction grimpe vite. Les circuits s'adaptent et demandent plus. À long terme, le cerveau change ses réglages. L'humeur s'aplatit hors produit et la facture cardiovasculaire reste la plus dangereuse. La vérité, la cocaïne ne t'élève pas. Elle triche sur ton système de récompense, puis coupe le courant. MDMA. Pilule tamponnée, bouteille d'eau serrée, mâchoire qui commence son petit concert. Pourquoi ce grand élan d'amour te présente-t-il l'addition dès la sortie du club ? Parce que la MDMA te branche sur la bande-son sociale. Chaleur corporelle, câlin facile, musique qui devient un paysage. Les voix paraissent sincères, les lumières ont moins d'angles et les conflits fondent comme un glaçon oublié. Le cœur du charme, c'est l'effet prosocial. Tu sens que les gens tiennent à toi et étonnamment, tu tiens à eux. Le toucher rassure, la peur s'éloigne, les souvenirs douloureux semblent soudain manipulables sans grimacer. L'énergie est lisse, ni agressive ni brouillonne, juste assez pour danser 3 heures sans regarder l'heure. La tension s'invite dans les coulisses. Empathie et élan, oui, mais aussi hyperthermie, quand la salle est chaude et que tu ne t'hydrates pas correctement. Le bruxisme serre les dents, la nuque devient un câble et le cœur cogne un peu trop. La sérotonine se ramasse, suivie par dopamine et noradrénaline. Le stock neuronal s'épuise sur quelques heures, d'où le ciel bleu émotionnel immédiatement suivi par le plafond gris. Le cerveau enregistre proximité égale récompense, et il demandera parfois un rappel. Le décor pèse lourd, salle étouffante, danse continue, pas de pause, le risque grimpe. Puis vient le mardi soir. Fatigue, humeur basse, sommeil cassé en bloc, motivation en panne. Tu ne pleures pas, tu n'as juste plus d'élan. Sous cadre clinique, elle montre du potentiel. Breakdown, thérapie pour le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est sérieux, protocole strict, psychothérapie encadrée. Hors labo, la vérité, la MDA ne crée pas la paix. Elle la loue et laisse la facture sur la table du petit-déj. LSD. Un buvard discret posé sur la langue, presque rien à avaler, et le temps commence à couler comme une montre molle. Puis parfois, il se fige net. Ce qui paraissait logique devient un puzzle sans légende. Le rituel est simple, mais l'atterrissage dépend cruellement de l'état d'esprit et du décor. Avec le LSD, le set et le setting décident du film que tu vas regarder dans ta tête. C'est un hallucinogène puissant. Les pensées se tordent, les motifs s'imbriquent, les émotions grossissent. Tu peux avoir l'impression de comprendre un truc essentiel comme si un rideau se levait et la minute d'après, te sentir coincé dans une boucle d'angoisse. Le cœur accélère, les mains moites, l'idée d'être bloqué s'infiltre. Entre inside profond et bad trip franc, une tachycardie qui n'aide pas à relativiser. Le LSD active fortement les récepteurs 5-HT2A. Bilan neuro, les réseaux cérébraux reconnectent en freestyle. Les sens se mélangent, synesthésie, la frontière, toi. Le reste s'efface, dissolution de l'ego. Moment mystique pour certains, vertige existentiel pour d'autres, les détails comptent. La tolérance grimpe en flèche. 2 jours de suite, l'effet s'écrase. Pas de dépendance physique classique, mais certains cherchent à répéter les révélations. Rare, mais réel, un HPPD peut s'inviter. Rémanence visuelle, halo, texture qui vibre des semaines après. Pas fréquent, mais assez pour mériter un avertissement. Quand ça redescend, la fatigue s'installe. Parfois une confusion douce et une sensibilité aux stimuli.
Chez quelques-uns, l'anxiété traîne plus longtemps, comme un fond de radio. La vérité, le LSD ne relève pas la réalité. Il la recompose et parfois, il la fissure. Kétamine. La ligne argentée, la chambre devient tunnel. Tu entends ta propre voix comme à travers un casque et le corps paraît 2 mètres derrière toi. La kétamine te débranche vite, parfois trop vite, et laisse des trous dans la bande. Setup clair, dissociatif à action rapide. En clinique, c'est un anesthésique et, à faible dose, un outil contre la douleur et la dépression résistante. En usage récréatif, c'est la promesse d'une sortie du corps, avec une montée qui peut frapper en quelques minutes par voie intrasanale. Même produit, intention opposée. La tension est nette, analgésie mentale, anxiété qui se met en sourdine, mais mémoire qui flanche, attention qui saute et pression artérielle qui grimpe. Tu te sens protégé, pourtant tes constantes s'échauffent. Plus la dose monte, plus la coordination lâche, et la parole devient hachée. Sous le capot, c'est l'antagonisme NMDA qui mène la danse. En bloquant ses récepteurs glutamatergiques, la kétamine déconnecte des circuits sensoriels et modifie l'intégration du soi. Sur le moment, tu perçois moins ou autrement les détails qui piquent. Le K-Hall n'est pas une légende. Immobilité, vision fragmentée, perte de repères spatio-temporels. À la longue, une cystite spécifique à la kétamine peut apparaître. Brûlure, besoin d'uriner en boucle, lésion de la vessie. La dépendance existe surtout psychologique, avec escalade de dose et usage en solo. Le crash ressemble à un écran couvert de buée, brouillard cognitif, humeur plate, motivation rade, parfois nausée. Le craving est souvent situationnel. Même lieu, même musique, même envie de s'y glisser. En clinique, l'eskétamine en spray peut soulager rapidement une dépression résistante, sous surveillance serrée. En club, la facture est cognitive et urinaire, et elle s'alourdit quand les doses se répètent. La vérité, la kétamine n'efface pas ce qui pèse. Elle t'éteint, et quand tu reviens, c'est toujours là, un peu plus lourd. Opioïdes. Pilule avalée, poudre fumée, injection cachée. La douleur se tait, les muscles se relâchent, et le monde paraît enfin supportable. Puis, sans prévenir, tout ton quotidien tourne autour du prochain point. Ce n'est plus un choix, c'est de la survie à court terme. Au début, c'est l'analgésie nette et une euphorie tiède, chaleureuse. Les soucis semblent lointains, les bruits moins agressifs, la respiration plus lente. Très vite, la tolérance grimpe. Même dose, moins d'effet. Alors tu montes. Le cerveau s'habitue, le corps réclame, et la marge de sécurité se réduit séance après séance. La tension est là, exact. Plus on stimule, plus la ventilation se calme. C'est le piège. La sensation est douce pendant que l'oxygène manque. Et quand la dose augmente, l'écart entre plaisir et arrêt ventilatoire devient minuscule. Le tube digestif ralentit, constipation, nausées, estomac engorgé, la peau gratte parfois, la pupille rétrécit, la tension se brouille. Tout indique repos jusqu'au risque d'endormissement trop profond. Côté bruit, l'oxycodone agit plus longtemps. L'héroïne passe vite et fort, le fentanyl explose la puissance et rétrécit la fenêtre de sécurité. Mélangé avec des benzodiazépines, c'est empiler 2 freins respiratoires. Piège classique et souvent fatal. Le crash est sévère. Douleur qui vrille, diarrhée, chair de poule, insomnie, anxiété, jambes qui ne tiennent pas en place. Tu ne prends plus pour planer, tu prends pour ne pas souffrir. Et le cycle se serre. La vérité, les opioïdes n'offrent pas de répit. Ils l'empruntent en hypothétiquant la respiration. Méthamphétamine. La fumée bleutée, la mâchoire se verrouille et la pièce paraît soudain en haute définition. Pourquoi cette hyper-clarté brûle tout le reste? Vigilance max, libido qui s'allume, to-do list qui font comme neige au soleil, tu avances vite, tu crois produire 3 journées en une, mais la qualité chute pendant que l'illusion de productivité grimpe. Sous la surface, la dopamine crève le plafond, la noradrénaline suit, tension artérielle qui grimpe, cœur qui tape. Le cerveau se gave de signal récompense pendant que les neurones épuisent leur stock. Le résultat, c'est un terrain fatigué, plus irritable, moins sensible au plaisir ordinaire. Les effets durent longtemps. Tu restes éveillé des heures, parfois des jours. Bruxisme, mâchoire serrée qui fatigue les muscles et casse les mailles. Insomnie têtue, faim qui disparaît, perte de poids rapide. La peau trinque, les gestes répétitifs grattent jusqu'à la lésion et quand la dose monte ou se répète, la psychose peut débarquer. Idées de persécution, hallucinations tactiles, suspicions qui transforment les proches en menaces. Pas besoin d'un terrain psychiatrique pour y goûter, il suffit d'assez de produits et pas assez de sommeil. Le crash est noir. Après la fête, des neurotransmetteurs, hypersomnie, amergie, humeur au fond, cerveau en coton, tu dors longtemps mais te réveilles vidé. Le craving frappe par vagues, déclenché par lieu, musique, message. La main sait où aller bien avant que tu décides. La facture arrive vite et tape partout. Cerveau, cœur, dents, liens sociaux. La vérité, la méthamphétamine ne te rend pas puissant, elle te vide plus vite que tu n'avances. Psilocybine. Chapeau séché, goût terreux, bouteille d'eau pas loin, tu avales et 20 à 40 minutes plus tard, le décor intérieur bascule. Pourquoi la clarté existentielle vient-elle avec des astérisques? Parce que le champ de vision s'ouvre, mais seulement si l'état d'esprit et le lieu tiennent la route.
Sinon, le voyage prend des détours nerveux. Le setup est simple. Expérience introspective, émotion, montée en volume, sentiment de lien avec soi, avec les autres, avec tout. Le réseau de mode, par défaut, perd sa poigne. Les ruminations lèvent le pied et des idées coincées deviennent plus souples. Tu poses des questions que tu n'oses jamais poser et tu écoutes la réponse sans te défendre. L'attention est là, tu peux te sentir connecté, apaisé, lucide. Tu peux aussi lutter contre la nausée, serrer la mâchoire ou sentir une vague d'anxiété monter si l'environnement est bruyant ou imprévisible. Et hors cueillette sûre, la confusion entre espèces comestibles et toxiques n'est pas un détail. Certaines erreurs finissent aux urgences. Côté mécanique, la psilocybine devient psilocine, la clé active. Elle stimule les récepteurs 5-HT2A et réorganise les réseaux de façon transitoire. Moins de rigidité, plus de communication entre zones qui se parlent rarement. Le résultat, ce sont des associations neuves, des images mentales vives et parfois la sensation de traverser un souvenir plutôt que de s'en rappeler. Détail concret, faible potentiel addictif, pas de craving quotidien typique. Le risque est surtout comportemental, sans supervision. Décision impulsive, déplacement dangereux, confiance mal placée. Un mal de tête post-trip est courant, souvent le soir même ou le lendemain. Fatigue douce, besoin de calme, parfois un blues léger pendant 1 ou 2 jours. Rarement une anxiété persiste, surtout après un moment difficile non intégré. La vérité, la psilocybine ne donne pas de réponse. Elle ouvre des portes et c'est à toi de décider quoi faire derrière. Benzodiazépine. Petit comprimé, grand soupir. Tu le poses sur la langue, 15 minutes plus tard, les épaules lâchent. Pourquoi l'antipanique devient-il un abonnement ? Parce qu'il fonctionne tout de suite et ton cerveau adore ce tout de suite. Tu l'associes à l'apaisement, tu le ranges près du lit ou dans le sac et à chaque pic d'angoisse, trouve sa clé. Le setup est clean. Anxiolyse, sédation, amnésie légère. En médecine, c'est utile pour crise de panique, insomnie courte, pré-anesthésie, sevrage alcoolique ou des spasmes. Le problème, c'est la durée. Pris trop souvent, l'effet s'émousse et l'habitude s'installe. Tu ne dors plus sans, tu ne prends plus le métro sans, tu t'en remets pour prévenir le stress plutôt que de le traiter. L'attention est simple à dire, moins à vivre. Soulagement rapide contre tolérance et dépendance. La mémoire de travail se brouille, l'attention glisse, les mots se perdent en milieu de phrase. Tu te sens calme, mais tu retiens moins, surtout si tu cumules. Sous le capot, ces molécules modulent GABA-A. Elles augmentent la fréquence d'ouverture du canal chlore, hyperpolarisent les neurones et appuient le frein du système nerveux. Tout ralentit. Circuit anxieux, vigilance, consolidation amnésique. Bien dosé, c'est un coussin. Trop souvent, t'as un frein à main collé. Saute une dose et tu peux sentir un rebond anxieux costaud. Le sevrage mal géré peut déclencher tremblements, agitation, voire convulsions. Et l'association avec l'alcool ou opioïdes superpose les freins respiratoires. Cocktail vraiment dangereux. Le crash, c'est le revers du coussin. Si la dose saute, l'angoisse remonte plus haut qu'avant. L'insomnie redevient mordante, l'humeur pique. Tu surveilles l'heure, tu comptes les comprimés, l'étau psychologique se referme. Utile à court terme, oui, mais la sortie demande un sevrage lent, gradué, encadré, sinon la dette devient panique au carré.